Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise Neoen. Donc avant de commencer, le petit rappel d'usage, donc les informations présentées dans cette vidéo ne constituent pas de conseils en investissement, celles-ci sont purement à but éducatif. Moi je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple amateur qui m'intéresse au financement. Par ailleurs, je suis actuellement actionnaire de Neoen, donc les infos présentées ici sont exposées à un biais supplémentaire. Alors, nous allons aborder ce sujet selon le plan habituel. On va présenter l'entreprise, après on va se pencher sur les comptes de celle-ci, on va s'intéresser à la concurrence, les perspectives de développement, on fera une petite note d'analyse technique et enfin on essaiera de conclure. Alors, cette entreprise, donc il s'agit d'une entreprise française qui est positionnée, donc qui est un producteur d'énergie dans les énergies renouvelables purement. Euh, Elle a une capitalisation boursière d'actuellement un peu moins de 4 milliards d'euros, ce qui en fait une mid-cap. Elle participe à l'indice SBF 120, elle est cotée actuellement sur l'Euronext. Si on essaye de la classer selon les critères de Peter Lynch, moi je la classerai en fast grower. Actuellement, donc, son actionnariat comporte 40% de flottant. Il y a un actionnaire principal qui est la société Impala. Il y a une participation d'environ 5% de BPI. Voilà, Impala, c'est un des fonds d'investissement des fondateurs. Voilà. Alors, le business model de l'entreprise, donc il s'agit d'un pure player dans les énergies renouvelables, où ils ont une stratégie de développer pour posséder les infrastructures qui sont développées. Donc eux, ils essayent de développer, de concevoir les différents projets. Ils s'assurent du financement. Ils s'assurent aussi de la construction de, 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 de ces investissements. Et puis après, ils s'assurent de leur exploitation. Le business model est donc organisé autour de revenus qui sont prévisibles et constants dans le temps. Voilà. Alors elle se répartit sur trois pôles, hein, donc un gros pôle énergie solaire qui est la plus grosse partie des revenus de l'entreprise, un peu moins de 50%. Deuxième pôle d'énergie éolienne qui représente 40% des revenus. Et puis ensuite un dernier pôle qui est le développement de stockage d'énergie. Ils ont par exemple une participation actuellement avec Tesla pour le développement de super batteries, notamment en Australie. Donc ils ont actuellement un parc qui représente à peu près 4 gigawatts de capacité installée. La répartition du business se fait donc sur plusieurs continents. Une grosse partie en Australie avec à la fois développement de l'énergie solaire et le gros business des batteries, avec donc une exposition à l'Australie à 43% des revenus, une exposition en Europe et notamment en France, hein, ce plus gros parc, ils possèdent les plus gros parcs solaires en France. Aussi, ils ont une participation actuellement, ils sont en train de s'installer pas mal en Finlande. Et puis actuellement, ils sont en train de développer plusieurs parcs solaires en Amérique centrale. Voilà. Donc l'Europe représente 40% et 15% pour les États-Unis. Enfin, pas pour les États-Unis, pour l'Amérique, pardon. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser aux résultats, enfin en tout cas au compte de résultats de l'entreprise. Et voilà. Donc si on s'intéresse aux résultats de l'année 2020, donc on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation, une EBITDA qui est là aussi en augmentation de plus de 25%, une marge qui est excellente à plus de 90%, marge d'EBITDA qui est aussi en augmentation. En revanche, et je vous l'ai mis d'emblée, on a euh, malgré cela un résultat net du groupe qui est en très forte diminution, à plus de 90%. Alors, ce qui était expliqué dans les résultats de 2020, c'est que une partie des résultats de 2019 était entre guillemets évaluée, puisqu'ils avaient cédé une partie de leur activité, enfin l'ensemble de leur activité dans la biomasse, et donc ils avaient dégagé des revenus supplémentaires de 15,8 millions cette année-là qui avaient dopé leur résultat net. Et eux, ils le justifient comme ça. On va voir après que c'est pas
C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Donc là, si on s'intéresse du trajet entre les EBITDA et les revenus nets, ce qu'on voit, c'est que le coût de la dette est quand même relativement important, hein, puisque pour un EBITDA de 270 millions d'euros en 2020, on a quand même un peu plus de 100 millions d'euros de coût de dette, hein. Et donc un coût de la dette qui n'est pas négligeable au vu des résultats. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation croissante, qu'en 2020, on a un trou d'air, hein, sur les résultats, notamment net de l'entreprise, et avec une projection de rebond et le rétablissement d'une marge nette beaucoup plus satisfaisante. Là, si on s'intéresse à la profitabilité de l'entreprise selon les chiffres 2020, ce qu'on voit, bon, c'est qu'on a une marge brute extrêmement élevée, mais ça c'est le lot de toutes ces entreprises qui évoluent dans les énergies renouvelables, hein, puisqu'une fois les installations réalisées, le coût d'exploitation est relativement faible. Par contre, on voit une marge nette extrêmement basse, hein, de 1 à 1,3%, un retour en equity à 0,6%, donc extrêmement bas, un retour sur asset à 0,11%, donc là aussi une entreprise fortement capitalistique avec des résultats qui sont, on peut dire, mauvais. Donc sur le papier, il y a un avantage compétitif puisque la marge brute est supérieure à 40%. Alors là, j'y viens de manière un peu plus détaillée. Donc comme à chaque fois, on essaye de savoir si cette entreprise présente un MOAT, c'est-à-dire un avantage concurrentiel important. Vous savez, c'est un des critères préférés de Warren Buffett. Donc si on évalue les différentes possibilités de MOAT, ici ce qu'on retrouve, c'est probablement une barrière à l'entrée, car le coût d'installation des infrastructures est assez élevé. Moi, j'en vois pas, en tout cas. Donc au niveau de la situation bilancielle, on a une entreprise très endettée, hein, avec des niveaux d'endettement élevés par rapport aux standards habituels, mais ce qui est le cas de cette entreprise qui évolue dans le renouvelable, avec un sur equity supérieur à 1, hein, qui est même à 3,4, et un leverage qui est très élevé, supérieur à 8,4, hein. On dit souvent, alors c'est à pondérer en fonction des secteurs d'activité bien évidemment, hein, mais on aime bien que le leverage soit en dessous de 3 classiquement, donc là on voit qu'on est très largement au-dessus. Actuellement, il y a l'entreprise, il y a une diminution du taux d'intérêt moyen de l'entreprise, mais qui reste quand même à 3,7%. Et on a vu que le coût de la dette est quand même élevé par rapport et impacte ses résultats nets. On peut imaginer que s'il y avait une augmentation des taux d'intérêt, cela impacterait fortement la profitabilité de l'entreprise qui est pour l'instant relativement étroite. Alors maintenant, si on s'intéresse à la valorisation, c'est là que ça devient assez intéressant. Actuellement, on a un PER à plus de 1000, on a un PEG à plus de 100. Alors après, on ne fait pas dans le détail, hein, quand on a ces chiffres-là. On est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Actuellement, on a un price to cash flow qui est négatif, qui ne se mesure pas puisque le cash flow est actuellement négatif. Price to book qui est élevé à 8. VE sur EBITDA à 25, donc là aussi très élevé. Une croissance des bénéfices qui reste relativement modérée, hein, à 5,9% si on prend une moyenne des 5 dernières années. Alors sur ce type d'entreprise, on peut imaginer que ces entreprises fort développement, etc., etc. Donc peut-être que les PER sont pas forcément les meilleurs ratios. C'est pour ça, souvent on aime bien à ce moment-là utiliser, notamment pour tout ce qui est les startups, etc., pour voir le niveau de valorisation, le VE sur chiffre d'affaires. Et là, on voit qu'on a quand même un VE, une valorisation d'entreprise sur chiffre d'affaires à 13, donc ce qui est extrêmement élevé. Bon, moi, je vous ai mis la petite fusée parce que là, on est vraiment sur des valorisations un peu dingo. Voilà. C'est un peu une référence à To the Moon, hein, pour ceux qui comprennent. Voilà. Donc maintenant, si on s'intéresse à la valorisation intrinsèque à proprement parler, donc si on part du bénéfice par action de 2020, donc qui est de 4 centimes par action,
Si on fait un scénario avec un taux de croissance de bénéfices par action de 20% sur les 5 prochaines années, puis de 10%, donc quand même un scénario avec un taux élevé de croissance et une valorisation terminale avec un PER de 25, hein, donc quelque chose d'assez, on va dire, optimiste. Et si on s'attend à un retour sur investissement, et en tout cas c'est ce que moi je m'attends sur ce type d'entreprise de 10% par an, hein, je pense qu'elle me délivre ce genre de performance. Hein, la performance du marché sur le long terme est d'environ 7% par an, sur de très 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 long terme. Donc si on fait du stock picking, c'est pour surperformer. Et si on prend des entreprises comme ça avec autant de risques, c'est pour surperformer largement le marché moyen. Donc 10%, c'est vraiment un discount rate, j'ai envie de dire même très bas. Hein. On voit on a un niveau d'entrée de l'entreprise avec un scénario qui est quand même plutôt optimiste à 1,55 €. Hein. Actuellement, l'entreprise cote plutôt au-dessus de 35 euros. Donc on voit qu'on est totalement dissocié. Bon, après, peu importe, j'ai fait varier le scénario. On a une valorisation moyenne avec un prix d'entrée à 2 euros. Totalement décroché de la valorisation actuelle. Alors, ce qui est vrai, c'est que les résultats de 2020 étaient mauvais, hein, on l'a vu, hein, il y avait une chute de plus de 90% du bénéfice par action. Donc si on refait un scénario cette fois-ci en repartant sur les résultats pas de 2020 mais de 2019, donc de 40 centimes par action, et qu'on réapplique donc un scénario plutôt optimiste, hein, une croissance de plus de 20% du bénéfice, hein, pas de l'EBITDA, hein, du bénéfice par action sur les 5 prochaines années, puis de 15%, donc c'est plutôt une croissance forte et une valorisation terminale qui est quand même plutôt correcte, hein, avec un PR de 25 pour une entreprise fortement capitalistique, avec des retours en equity qui seront quand même très mauvais. Moi j'arrive donc sur un scénario qui est quand même très optimiste, à un prix d'entrée pour un retour sur investissement de 10% par an à un prix d'entrée à moins de 20 euros. Donc vraiment, là aussi, encore une entreprise qui, de prime abord, est fortement survalorisée. Alors maintenant, si j'essaye de scénariser un petit peu la valorisation actuelle qui est autour de 35 euros, donc il faudrait quoi? Il faudrait qu'on parte du bénéfice pas de 2020 mais de 2019, hein, qui était déjà un bénéfice plutôt pas mal, avec des revenus exceptionnels, hein, comme ça avait été justifié sur le compte de résultats de 2020. Il faudrait qu'on ait un taux de croissance du bénéfice par action de 30% pour les 5 prochaines années, puis de 15% sur les 5 années suivantes, et enfin un PER, donc une valorisation élevée terminale à plus de 30. Donc quelque chose qui est totalement, à mon avis, délirant et qui ne se réalisera pas. Et donc c'est ce que price actuellement, selon mon estimation, alors certes estimation grossière, hein, donc si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir dans les commentaires, hein, mais c'est ce que price actuellement le marché. Donc voilà, voilà en tout cas mon estimation. Bon, sur les dividendes rachat d'actions, il n'y en a aucun, donc ça va vite. Alors maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, donc j'ai essayé de le comparer à des entreprises européennes qui sont aussi des pure players de l'énergie renouvelable. Donc vous avez Voltalia, qui est une entreprise aussi française qui est essentiellement dans l'énergie solaire, pardon. Ørsted qui est une entreprise danoise qui a des plus gros parcs d'éoliennes offshore qui est la plus grosse capitalisation. Et puis vous avez EDP Renovables, excusez-moi pour l'accent, qui est une entreprise portugaise qui là aussi est positionnée sur l'énergie solaire et l'éolienne offshore et onshore. Donc si on les compare leur capitalisation, on voit que bon, on va les comparer surtout par rapport à leur chiffre d'affaires, hein, et à leur capacité de production. Donc vous voyez, donc c'est pour avoir un ordre d'idée, hein. Donc Neoen actuellement fait un peu plus de 4 gigawatts d'installés, Votalia un peu plus de 1, Ørsted c'est 7,6 actuellement, EDP Renovables c'est 12,6. Si on s'intéresse au chiffre d'affaires, donc on a 298 millions pour Neoen, 213 pour Voltalia, 4 milliards 800 millions d'euros pour Ørsted et
1,723 milliard de PR Renovas. Alors on voit que toutes ces entreprises ont des PR extrêmement élevés. Alors Neoen est bien sûr celui qui a la palme, hein, avec plus de 1000, mais Voltalia il est charmant valorisé avec actuellement un PER à 278, Ørsted à 37 et EDPR RenovaVS à 40,72. Alors on pourrait pondérer ce PER si on avait des taux de croissance extrêmement élevés, ce qui permettrait de les lisser fortement. Neoen, si on prend le croissance des bénéfices des 5 précédentes années, on est à 6,25%. Donc c'est pas incroyable et on, va y revenir, mais globalement, je suis pas sûr que ça explose non plus à l'avenir. Voltalia, on a même un bénéfice par action qui est en diminution. Ørsted, qui est une entreprise plus mature, on voit que son bénéfice par action il a baissé aussi sur les 3 dernières années. Et seul EDP RenovaVS sort son épingle du jeu. On a des entreprises qui sont globalement endettées, hein, avec des leverages élevés, plus de 8 pour Neoen, Voltalia à 29, Ørsted à 5 et EDP à 7. Donc toutes ces entreprises sont fortement endettées. Alors ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit que même sur des entreprises beaucoup plus matures comme Ørsted, on a quand même une marge nette qui est donc à 12%, donc ce qui est pas mal, hein, mais ce qui est pas non plus, enfin ce qui est pas mal du tout, mais on a un retour en equity à 7,74 et un retour en asset à 3,54, donc pas non plus quelque chose d'incroyable, hein, on n'est pas sur les entreprises, on n'est pas sur des GAFA là, hein, et malgré des niveaux de valorisation extrêmement élevés et des taux de croissance relativement faibles et des entreprises relativement élevées. Donc là on voit qu'il y a quand même probablement, à mon avis, une bulle sur ce genre d'entreprises qui sont très très charmant valorisées et avec pas forcément de projets d'amélioration forte de leurs bénéfices, à mon avis. Voilà, donc même si on aura probablement chez Neoen ou Voltalia une amélioration de la profitabilité avec une augmentation de la marge nette, du retour equity, on ne va pas avoir non plus une marge nette à 40%, hein, sur ce type d'entreprise, et vous aurez pas 25 de retour en equity sur ce type d'entreprise, hein. Donc à garder en tête euh, parce que on n'est pas quand même sur des entreprises sous-valorisées. Alors juste à titre de comparaison, hein, si par exemple Total Energy qui est en train de se diversifier notamment dans le renouvelable, actuellement elle a plus de 8,3 gigawatts d'installés, hein, donc c'est plus que Ørsted, hein, par exemple, c'est 2 fois plus que Neoen, et avec un objectif de croissance forte, puisqu'elle veut arriver donc en 2025, hein, ça va arriver vite, 2025, à 35 gigawatts d'installés. Et donc ça sera probablement plus que toutes les entreprises que je vous ai présentées précédemment. Quand on compare la capitalisation de ces entreprises vis-à-vis des gigawatts installés, on voit que pour une capitalisation de 52 milliards d'euros, vous avez moins que Total Energy d'installés, pour ce qui représente à peu près la moitié de la capitalisation de Total Energy. Donc là, une fois de plus, même si on se concentre uniquement sur l'énergie renouvelable, on voit là qu'il y a il y a quand même une valorisation très importante de ces actifs quand elles sont quand c'est fait par des pure players. Voilà. Alors maintenant, juste un mot sur la performance boursière. On voit qu'elles sont toutes assez bien corrélées. Alors là, j'ai pris un recul assez restreint puisque Neoen est rentré en bourse que depuis 2018. Mais on voit bien qu'elles ont fortement augmenté, notamment après la crise du mois de mars 2020. Qu'elles ont fortement augmenté, et puis ensuite elles ont bien corrigé, qu'elles sont là en phase de consolidation. Voilà. On voit qu'elles sont toutes bien corrélées dans leur parcours boursier. Alors maintenant, si on s'intéresse aux perspectives de Neoen, actuellement, donc il y a 1,4 gigawatts de projets actés, donc sur différents continents avec différents objets, donc de l'éolien, du solaire, de la batterie. Bon, je ne rentre pas dans le détail, hein. Alors, là c'est intéressant, c'est que vient d'être publié les résultats du premier semestre 2021. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'en 2020, les résultats n'étaient pas bons, mais on s'attendait à un rebond, notamment de la marge d'exploitation.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que c'est pas le cas, hein. On voit le, que l'EBITDA notamment diminue par rapport au premier semestre de 2020 qui était déjà un premier semestre jugé moins bon que l'année 2019, hein. Donc on a là aussi des résultats nets qui étaient, je vous le rappelle, pas très bons en 2020 et qui sont encore moins bons en 2021, hein, puisqu'on a une chute du résultat net de plus de 80%, en sachant qu'on avait déjà des résultats qui étaient fortement négatifs entre 2019 et 2020. Alors, je ne sais pas quelle en est l'explication, mais enfin, on n'est pas sur quelque chose avec une croissance exponentielle. Pareil, donc le levier d'endettement, bon, c'est le petit point positif, on passe de 8,4 à 8, bon, c'est une amélioration très 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 relative, hein. On est quand même sur des leverages élevés. Bon, voilà. Voilà, on voit que la marge d'EBITDA, ce que je vous disais, en fait, elle passe de 94% en 2020 à 76%. Voilà. Et là, on parle que de marge d'EBITDA, hein. Bon, une note d'analyse technique, bon, c'est ce qu'on a vu avec les autres entreprises, hein, c'est qu'elle a eu un canal haussier après après notamment qui avait commencé un petit peu avant, mais qui a bien rebondi en mars 2020. Elle a eu une forte croissance et puis elle a même eu une petite explosion exponentielle et puis elle a fortement corrigé, notamment suite à l'augmentation de capital et actuellement elle est en voie de consolidation. Alors on voit qu'il y a un niveau qui travaille autour des 35 €, hein, zone où on se situe actuellement. Bon, maintenant, nous allons essayer de conclure. Donc, la petite checklist habituelle, parce qu'après une analyse aussi brillante, il ne faut pas se prendre pour le nouveau Warren Buffett de Limoges. Donc, est-ce que je comprends le business model de cette entreprise? Ben non, hein, j'avoue, hein, en tant qu'amateur, c'est relativement complexe. Les niveaux de financement et de dette de ce type d'entreprise me semblent reste pour moi un petit peu obscur, donc je ne comprends pas tout à fait le business de cette entreprise. Donc peut-être faut-il que je reste à l'écart de cette entreprise. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Ben ça, je suis pas sûr, hein, parce que alors est-ce qu'il y aura des énergies renouvelables? Bien évidemment. Est-ce qu'il y aura des pure players ou est-ce qu'il y aura une consolidation, des fusions? Probablement, hein, moi je pense. Alors pas avec les niveaux de valorisation, enfin il n'y aura pas de rachat avec les niveaux de valorisation actuels, hein, mais est-ce que des majors, par exemple pétroliers, ne rachèteront pas à un moment donné des actifs? Il faudra voir. Donc moi je ne suis pas sûr que Neoen soit là dans 20 ans, mais voilà. Bon, consommateur de produits, c'est non pertinent. Bon, le nouveau frigo, comme à chaque fois, c'est un des conseils de Peter Lynch, hein, c'est avant d'acheter une action, c'est de se pencher sur l'analyse de cette action un peu plus, euh, consacrer un peu plus d'énergie qu'on va passer à choisir son prochain frigo. Donc là, c'est le cas. Est-ce que ce marché peut être disrupté? Ben oui, hein, il peut y avoir clairement une nouvelle technologie de solaire, d'éolien, d'hydrogène, ou je ne sais quoi, qui vient totalement disrupter ce marché du renouvelable et les installations qui sont faites devenir obsolètes ou presque obsolètes. Donc elle n'est pas à l'abri d'une disruption technologique, à mon avis. Est-ce qu'elle a un moat? Ben, à mon sens, non, hein. Même si il y a une barrière à l'entrée parce que c'est des entreprises fortement capitalistiques, on voit qu'il y a pas mal de concurrence à la fois dans les pure players, mais à la fois aussi les majors pétrolières qui veulent verdir leur bilan. Vous avez des entreprises comme Engie aussi qui veut développer fortement son renouvelable. Donc il y a du monde sur le marché et la barrière à l'entrée me semble pas si important que ça. C'est une entreprise qui peut présenter de la croissance sur un marché en croissance, donc ça c'est plutôt oui je dirais. Et est-ce que c'est un potentiel debugger? Bah potentiellement si elle sort son épingle du jeu. Voilà, là c'est toute la question. Alors, le pour de cette entreprise, bon, finalement, alors moi je suis actionnaire, hein, je plaide coupable. J'ai acheté cette entreprise bah, après une analyse au doigt mouillé, hein, c'est-à-dire que je la voyais monter, monter, monter. Je me suis dit que le pétrole c'était fini, que c'était bien d'investir dans le renouvelable.
Bon, et du coup, sur ce genre de critères, j'ai investi notamment quand elle a bien corrigé en me disant que ça allait rebondir. Maintenant que je me penche un peu plus sur le dossier, je suis beaucoup plus sceptique sur cette entreprise. Alors les contres, bah, vous l'avez compris, c'est la valorisation et toujours la valorisation qui est extrême et donc qui ne permettra aucune déception, voire des scénarios totalement irréalisables. La profitabilité de cette entreprise reste quand même questionnable, hein. On n'est pas sur du GAFA, hein, donc euh, autant on peut discuter des valorisations d'entreprises technologiques, on peut trouver cher, mais quand on regarde la profitabilité ou le cash flow de ces entreprises, ça n'a absolument rien à voir. En plus, là, vous avez une entreprise fortement capitalistique. Actuellement, elle reste, même si elles ont bien corrigé, elle reste alors, trop hype, c'est-à-dire qu'il y a vraiment clairement, il y a tout, tout- tous les fonds d'investissement, tous les ETF, tout ça investissent fortement dans les énergies renouvelables, mais sans faire le tri probablement des entreprises ou sans regarder ce qu'il y a forcément toujours dans le bilan. Donc actuellement, c'est des entreprises trop hype. Puis là, il y a tous les signes, hein, là même un projet avec Tesla dans la batterie, donc là, je crois que tout est dit, on est dans le top du hype. Et puis le Moat, pour moi, je pense qu'il n'y en a pas actuellement, même s'il y a une barrière à l'entrée, hein, c'est sûr. C'est pas moi qui vais monter une, qui vais monter de l'éolien offshore, mais enfin, au-delà de ça, je vois pas pourquoi les majors pétrolières, vu le cash qu'elles dégagent, on voit très bien elles pourraient forcément, et elles le sont déjà d'ailleurs pour Total Energy, les dépasser notamment en capacité de production. Donc pour moi, il n'y a pas un véritable moat. Euh, En tout cas, je ne le vois pas. Si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, je suis prêt à l'entendre. C'est justement ça qui est intéressant. Alors, je finirai avec une citation de Warren Buffett, hein. Si on s'intéresse au bilan de toutes ces entreprises, vous verrez, hein, la croissance de l'EBITDA est toujours mis en évidence. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir ce que lui en pensait. Alors, lui dit que ça le surprend à quel point l'utilisation de l'EBITDA s'était généralisée, qu'il y en a partout dans les états financiers. Vous pouvez trouver la conférence où il dit ça, hein, sur YouTube. Donc pour lui, il achète jamais les entreprises où quelqu'un parle d'EBITDA. Pour lui, c'est même un signe que les entreprises qui mettent l'EBITDA en avant sont probablement des entreprises où il y a beaucoup plus de fraude statistiquement que les entreprises qui n'utilisent pas ou qui ne mettent pas en avant l'EBITDA dans leur bilan. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse réfléchir et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis surtout dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Au revoir.